Bien, alors nous attaquons cet après-midi une session dédiée aux problématiques des ressources, avec 3 sujets. Un sujet sur la géothermie, un deuxième sujet sur les hydrocarbures et une troisième intervention sur les terres rares. Donc je vous propose de commencer. Alors bonjour à toutes et à tous. Je ne vais pas représenter ce que M. Jarrid vient de dire. Je vais juste vous présenter les thématiques plus précisément concernant les 3 sujets ainsi que les intervenants. Donc pour le premier sujet qui est la géothermie, nous avons M. Alain Rollat qui est... Non. Ah, excusez-moi, je fais n'importe quoi. Ok. En plus, on vient de se parler. Boissavy. Donc Monsieur Christian Boissavy, qui est président de l'Association française des professionnels de la géothermie, qui nous présentera les différents types de systèmes géothermiques ainsi que le potentiel de la géothermie. Ensuite, Olivier Bernet-Roland, qui est chef de projet chez Total dans la branche nouveaux projets, nous présentera le gaz et le pétrole, donc qui fera notamment l'état des réserves ainsi que les solutions qu'on pourrait envisager pour le futur. Et enfin, M. Alain Rollat, donc, qui est docteur en chimie, qui nous présentera les terres rares, puisque ce n'est pas quelque chose qui est forcément très connu. Donc qu'est-ce que les terres rares et à quels enjeux économiques sont-ils liés? Voilà, je laisse la parole à M. Jarrid qui anime notre conférence. Merci. C'est gentil de me laisser la parole, mais je vais tout de suite la passer à Christian Boissavy pour le premier exposé. Alors, on va vérifier que ça marche. Ça marche. Le pointeur, c'est lequel? C'est celui-là. Il marche aussi. Donc ça, on a déjà vu. Ça, on a déjà vu. Donc, il faut passer à l'autre. Voilà. Bon, je pense que le fait d'avoir regroupé la géothermie et les hydrocarbures, c'est pas seulement une vue de l'esprit, c'est parce qu'il y a beaucoup de thèmes qui sont communs, en particulier les objets qui sont nécessaires à créer pour mettre en valeur ces ressources. Alors on va essayer d'attaquer avec la géothermie. Donc bon, c'est vrai que vous êtes un public un peu particulier, mais c'est vrai que quand on parle de géothermie sur le trottoir à Nancy, l'ADEME avait fait des statistiques et il y a à peu près 20% des gens comme ça sur un radio-trottoir qui savent vaguement dire ce que c'est que la géothermie, enfin, ou un mot qui s'en rapproche. Et en général, ce que les gens disent, c'est ça, quoi. C'est les geysers, c'est la lave, c'est les éruptions volcaniques. Voilà, c'est ça pour le public. Alors en réalité, dans la réalité vraie, c'est pas du tout ça. Ça, c'est une photo qui a été prise à Unterhaching, qui est une petite ville un peu dortoir au sud de Munich, et qui est équipée d'une centrale géothermique qui produit quelques mégawatts d'électricité et qui ravitaille en eau chaude pour le chauffage et en eau chaude sanitaire toute la ville. Donc vous voyez que la géothermie, même avec des collègues allemands rusés, c'est pas facile à voir à la surface, surtout en hiver, mais on voit rien, quoi. Alors il y a 3 filières à la géothermie. Une géothermie très basse température, qui est de loin la plus importante en réalité, et qui consiste à mettre en valeur la chaleur du sous-sol et la chaleur contenue dans les aquifères sur des profondeurs qui sont, on va dire, de 10 à 1000 mètres, pour arriver, quand on a un gradient moyen géothermique de 3 degrés, à une température de 40-45 degrés. Alors c'est une géothermie qui est très 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 répandue, qui est la plus répandue dans la zone tempérée et dans les pays développés, je dirais. Mais aussi un petit peu... Ah oui, il faut que je reste là. Ok. La deuxième, c'est la géothermie à usage direct, où là on est un petit peu plus profond. Et donc les températures sont suffisantes pour ne pas avoir besoin de machines thermodynamiques pour élever le niveau de température de la ressource qu'on met en œuvre. Et donc là, c'est la géothermie des réseaux de chaleur. Alors vous voyez bien qu'effectivement, elle est forcément plus réduite en termes de surface potentielle d'exploitation, parce que là, il faut trouver des ressources importantes en débit, et puis des températures qui peuvent monter jusqu'à 100 degrés. Et puis après, on a une géothermie dite haute température, qui est au-delà de 100 degrés, parce que 100 degrés est considéré, même si ce n'est pas tout à fait vrai, comme la température à partir de laquelle on peut commencer à fabriquer de l'électricité. Voilà, et puis 300 degrés, les Islandais ont des ambitions à aller plus loin, mais pour l'instant,
on se limite plutôt à 250-300 degrés. Alors ça se présente comment au niveau européen? Ça c'est une carte pour les initiés, mais vous êtes des initiés. Donc là vous repérez très très bien dans la géologie européenne et vous voyez les grands bassins en violet. Et c'est vrai que dans ces grands bassins, il y a forcément du coup de la géothermie. Pour une raison relativement simple, c'est que dans ces grands bassins sédimentaires, il y a eu une exploration pétrolière extrêmement importante et que du coup, il y avait des tas de données disponibles, ce qui a permis, dans tous les bassins violets, excepté le bassin castillan, de développer de la géothermie. Vous voyez qu'on a aussi les Bacars, donc en particulier le bassin pannonien qui est en rose et qui lui aussi est un bassin absolument prolifique pour la géothermie. Et on verra plus tard que c'est réel. Et puis vous avez en jaune, ça c'est facile, c'est les zones où il y a des volcans. Donc là, naturellement, la chaleur vient très proche de la surface, donc c'est très très facile à ce moment-là d'avoir des températures de 200 degrés à 100 mètres de profondeur. Donc ça, c'est pour les initiés. En réalité, ce qu'on essaye de faire systématiquement, c'est de dire, voilà, les ressources géothermiques en Europe, c'est plutôt cette carte-là. Donc vous retrouvez ces grandes entités, mais un nombre de couleurs limité. Donc en rouge, ce qui est très chaud, bon, on l'a vu, c'est là où il y a des volcans, où on a des graben un peu actifs, en particulier la Turquie. Vous voyez aussi immédiatement qu'au niveau de l'EGEC et l'Association européenne des géothermalistes, on a annexé déjà l'Islande et la Turquie à l'Union européenne. Vous voyez qu'en orange, là on parle des grands bassins sédimentaires profonds, très profonds en orange, un peu moins profond, un peu moins chaud en jaune. Et là vous voyez que ça représente une surface, on estime communément que c'est 25% de la surface de l'Union européenne. Donc ça veut dire que sur 25% de la surface de l'Union européenne, on peut valoriser des ressources profondes pour la géothermie et donc pour le chauffage des locaux et la fabrication d'eau chaude sanitaire. Et puis en blanc, on se dit alors qu'est-ce qu'il y a? C'est blanc, il n'y a rien. Si, il y a des ressources très basse température. Et là, on a deux types de ressources, on va voir ça rapidement plus tard. Des ressources dites sèches. Alors là, je dirais que c'est quasiment 100% de la surface du territoire. Et puis des ressources aqueuses en nappe, où là, effectivement, on sait bien qu'il n'y a pas des nappes pérennes et étendues sous toute la surface de l'Union. Et là, effectivement, on se concentre dans des zones où il y a des nappes importantes. Il peut y en avoir plusieurs superposées, etc. Donc ça laisse encore, je dirais, à peu près encore 25% du territoire de l'Union qui peut utiliser la géothermie. Donc finalement, on se rend compte qu'on peut utiliser la géothermie un petit peu partout. Ça dépend de ce dont on a besoin et les moyens qu'on a à disposition. Alors on va commencer par la très basse température. Très basse température, donc il y a trois grands modes d'exploitation. Un mode capteur horizontal qui doit autant à la géothermie qu'à l'énergie solaire, puisque c'est des tuyaux qui sont enterrés à environ 1 mètre de profondeur pour être hors gel, et donc forcément ils bénéficient des apports solaires gratuits. Donc c'est un espèce de mixte solaire-géothermie. Et puis après, quand on s'enfonce sous le sol, vous savez qu'à partir de 10 mètres de profondeur, quelles que soient les conditions climatiques, la température demeure la même toute l'année, avec des variations, avec pas de variation. C'est-à-dire qu'à 10 mètres, il n'y a pas de variation. Donc qu'il fasse chaud, qu'il y ait du vent, qu'on soit en été ou en hiver, on a toujours une température constante. À Nancy, ça doit être quelque chose de l'ordre de 12 degrés et demi à 10 mètres sous nos pieds. Donc ça, c'est un des gros avantages de la géothermie, c'est que c'est invariant. Le deuxième gros avantage, vous le connaissez, c'est que du coup que c'est invariant, c'est disponible 8000 heures au moins par an, si on admet qu'il faut quelques heures pour maintenir les installations. Donc c'est les deux gros avantages de la géothermie. Alors après, quand on fait des forages très basse température, donc je dirais jusqu'à 600, 1000 mètres, on a deux systèmes, forage sur nappe. Il y a une nappe, il n'y a pas de nappe. S'il y a une nappe, c'est pas mal parce que 1 mètre cube d'eau à 15 degrés, c'est un gros potentiel calorifique. Donc en général, quand on a besoin de grosses puissances, on va plutôt essayer de se concentrer sur l'exploitation des nappes. Et puis si on a besoin d'une puissance peut-être un peu moins grande, on va se caler sur les sondes verticales. Bon, les sondes verticales, c'est un système simple, c'est un forage vertical destructif.
dans lequel on noie un tube en U qu'on cimente, et puis derrière on va circuler de l'eau et on va lui mettre une pompe à chaleur au bout. L'eau circule, se réchauffe au fond du forage et puis cède à nouveau ses calories à la surface à la pompe à chaleur. Donc vous voyez des dispositifs relativement simples. Alors voilà, les capteurs horizontaux, je dirais qu'ils sont plutôt réservés aux maisons individuelles, parce qu'on dit qu'un capteur horizontal en moyenne, sous notre territoire, à Nancy c'est vrai aussi, il doit pouvoir donner quelque chose qui est de l'ordre de 4 à 6 kW thermiques de puissance, donc ce qui correspond assez bien à ce que demande une petite maison individuelle, donc je dirais que c'est bien adapté. Mais vous voyez bien qu'aussi, c'est un espèce de Lego, c'est-à-dire que si on fait 10 sondes, on va avoir 40 kW, et puis si on fait 100 sondes, on va avoir 400 kW. Puis si on fait 1000 sondes, on va avoir quelques mégawatts. Ce que font nos amis chinois, puisqu'il y a de grosses installations actuellement en Chine qui sont en construction, en particulier pour chauffer des hôpitaux, où ils sont en train de forer 1000, 1500 sondes. Donc je veux dire, il n'y a pas de limite, si ce n'est qu'il faut de l'espace. Voilà, pas de limite techno véritable. Alors, les doublets de forage, là je dirais qu'on l'a vu, c'est fonction du débit et du delta T. On imagine que sur une eau qui est à 12 degrés, on va pouvoir prélever en moyenne 5 degrés. C'est-à-dire qu'on la prend à 12 et on la remet dans son milieu à une distance suffisante pour ne pas recycler trop vite. On la remet dans son milieu à une température de 5 degrés moins élevée, donc à 7 degrés. Et puis voilà, on en déduit une puissance. Et là, effectivement, on peut faire de grosses installations, puisque je dirais que ça va à peu près de 70 à 5 mégawatts pour les grosses installations. En région parisienne, il y a certaines installations qui viennent d'être construites les 2-3 dernières années, qui font 5-6 mégas. Alors les petites sondes, voilà, qui dit petite sonde, 100 mètres de profondeur, dit petite machine de forage. Là, c'est un exemple du côté de Bure, vous voyez, donc pas loin d'un éventuel futur stockage de déchets radioactifs. Bon, vous voyez, il y a 28 sondes de 100 mètres avec une puissance de 140 kg, réalisée 2010, ça marche très très bien. Une chose un petit peu plus profonde, là, en région parisienne, donc au Plessis-Robinson, qui est une ville d'environ 40 000 habitants, où là, il y a un doublet avec des forages à 1000 mètres de profondeur, donc un forage pour produire, un autre pour injecter, avec un écartement à la base du réservoir de l'ordre de 700 à 800 mètres pour ne pas recycler l'eau refroidie qu'on réinjecte. Et là, vous voyez une température de 39 degrés, une production de 200 mètres cubes heure. Et tout ça ravitaille un quartier complet du Plessis-Robinson. Là, on a un schéma, ça a été réalisé par Dalca. On a un schéma avec 2 grosses packs centralisées. Bon, vous voyez le schéma, on ne va pas s'apesantir là-dessus. Puis de production, on est à 38. On passe l'eau géothermale, cède sa chaleur via un échangeur. Et puis vous voyez qu'on repère vers l'injection à 15 degrés. Donc quelque chose d'assez simple. Et puis de l'autre côté, je dirais qu'on est sur un chauffage à peu près traditionnel pour distribuer la chaleur pompée sur le réseau géothermal. Alors comment ça marche en France en termes de développement? Alors j'aime bien cette carte-là parce que c'est une carte des installations géothermiques très basse température, donc celle dont on vient de parler, per capita. Alors vous voyez qu'il y a une espèce de syndrome, là, il y a un syndrome, on voit bien que le nord et l'est de la France et puis le Rhône-Alpes sont relativement bien développés, puisque vous voyez que les leaders là sont en rouge et en orange. Et puis on voit que plus on va vers le Portugal, là, vers la péninsule ibérique, il se passe de moins en moins de choses. Alors c'est sans doute lié au climat, mais c'est aussi parce que je pense que dans le quart nord-est de la France, il y a une sensibilité plus grande à l'environnement, au fait qu'il est utile d'économiser l'énergie, que la géothermie est une solution indigène qui est valorisable simplement, et puis aussi parce que voilà, les leaders mondiaux dans ce domaine, c'est les Allemands et les Suisses, et que quand on a des voisins qui ont beaucoup d'installations qui fonctionnent bien, on se met à les imiter si c'est économiquement intéressant. Alors vous voyez très rapidement des ratios, bon, pour un particulier c'est 15 000 €, et puis effectivement une grosse installation comme celle qu'on vient de voir à Plessis-Robinson, c'est plutôt 4 ou 5 millions d'euros, avec des ratios d'investissement par kilowatt installé qui sont très variables, parce qu'ils dépendent effectivement de la profondeur de la ressource, qui sont compris entre 500 et 3 000 €. Filière à usage direct. Là, je dirais que c'est l'extension de ce qu'on vient de voir, sauf que du coup, c'est plus horizontal évidemment. Le tube en U de 2 km de profondeur, ça paraît un peu farfelu, même s'il y a eu des tentatives de par le monde, mais qui ne se sont pas soldées par des succès technologiques flagrants. Donc on est resté sur une techno assez simple.
voyez sur la partie gauche de l'image, les 2 forages, c'est le même schéma, sauf que ça descend à 2 km, voire 3 km, au lieu de descendre à 500 ou 600 mètres. Donc ça, c'est assez simple. Comme on va assez profond là, dans certaines opérations, au centre du bassin parisien ou l'aquifère du Doguer, que vous connaissez bien, puisqu'on a les pieds dessus ici, là-bas, il est entre 1700 et 2000 mètres de profondeur, donc il peut fournir une eau qui est comprise entre 60 et 80 degrés. Et donc là, effectivement, il n'y a plus besoin de machine thermodynamique. On peut, par simple échange, juste prendre les calories dont on a besoin. Donc, 200 à 300 mètres cubeurs, ça paraît possible dans ce réservoir, la preuve. Et donc, on arrive à développer des puissances intéressantes, vous voyez, puisque ça va de 5 à 12 mégas. Et 12 mégas, avec les logements de moins en moins énergivores qu'on développe dans nos pays, ça permet de chauffer un paquet de logements. Si on compte 3 à 4 personnes par logement, vous voyez, un doublet géothermique peut chauffer entre 30 et 40 000 personnes. Et donc en Ile-de-France, il y a en gros 1 million de citoyens qui sont chauffés par la géothermie. Donc c'est quelque chose de significatif. Bon, là, c'est un exemple pour montrer la densité justement des opérations. Donc sur la partie droite, vous avez une carte qui n'est pas tout à fait à jour, mais pas très loin, où vous voyez qu'il y a beaucoup de projets en cours, les projets jaunes étant des projets en cours, les projets orange aussi, les rouges, c'est les exploités, et puis en noir, vous avez les doublets de la première génération qui ont été faits dans les années 80, qui pour des raisons en particulier économiques, ont été au bout de peu d'années arrêtés. Vous voyez que dans le Val-de-Marne, sur l'image de gauche, vous voyez qu'il y a des zones où ça commence à devenir sérieux en termes d'occupation du sous-sol. Et donc on voit bien que là maintenant, dans cette zone-là nord-ouest du Val-de-Marne, ça va être difficile de caser un doublet de plus. Donc là on a la chance, heureusement, dans le bassin parisien d'avoir plusieurs aquifères superposés. Là, c'est le Doguer dont on parle, mais il y a le Trias dont on peut imaginer qu'il serait intéressant. Il y a le Lusitanien, et puis il y a l'Albien, qu'on a vu avec l'exemple Albien néocomien, le Crétacé inférieur, qu'on a vu avec l'exemple du Plessis-Robinson. Bon, une opération récente, juste pour montrer les choses, mais là, ça vous donne une idée des coûts, voilà, le coût de l'opération de l'aéroport d'Orly, qui est relativement récente. Une température 74 degrés, un débit très important, 10 mégas, vous voyez, on est toujours à peu près dans ces mêmes ratios. Des coûts à 12,7 millions, dont le doublet lui-même, donc les 2 forages et la boucle géothermale, 9 millions. Donc on voit que la partie sous-sol représente l'investissement majeur pour ces opérations géothermiques sur réseau. Et puis quand même, il faut être honnête, des subsidies là qui sont à 27%. Donc on voit bien qu'on est sur une énergie qui est encore relativement chère, qui est tout près d'être au niveau du gaz, mais pas tout à fait encore. Donc c'est pas voilà. Donc s'il n'y a pas une petite aide, un petit coup de pouce, c'est pas toujours facile. J'aurais pu vous présenter une autre opération où effectivement ils n'ont pas besoin de subventions, mais parce que le réseau est amorti depuis très longtemps. Et puis voilà. Enfin, il y a tout un cas de. Mais je crois qu'il est honnête de dire qu'encore maintenant, il y a besoin d'une petite aide pour la géothermie profonde. Alors bon, pour résumer, cette filière à usage direct, je dirais qu'on a la plus belle expertise mondiale, puisqu'on a fait un premier doublet géothermique en 69 au Mets-sur-Seine. Donc Mets-sur-Seine, c'est une petite ville au nord de Melun. Donc on a 45 ans de recul, donc ça commence à faire une bonne expérience. Il y a une quarantaine d'opérations en exploitation, une vingtaine qui vont se créer là. Il y en a encore un qui est en cours de forage, donc c'est quelque chose qui est en train de croître en région parisienne. Le coût d'un doublet, on a vu. Alors l'avantage de la géothermie, évidemment, un capex extrêmement important, parce qu'on fait des forages profonds, donc les forages profonds, ça coûte cher, mais des OPEX extrêmement faibles, parce que une fois qu'on a passé le temps de retour de l'opération, je dirais qu'on a 80% de l'énergie qui est gratuite, donc c'est extrêmement intéressant. Couverture des besoins supérieure à 70 degrés, voire 70% en général. De toute façon, la plupart des opérations essayent de tenir au moins le 50% d'énergie géothermique dans le réseau, parce que ça donne au réseau l'avantage de pouvoir ne facturer à l'utilisateur final qu'une TVA réduite à 5,5.
Pendant très longtemps, la géothermie a combattu le gaz, alors que le gaz avait une TVA réduite à 5,5 et la géothermie était à 19,6. Donc vous voyez le challenge, c'était pas facile. Bon, et puis on arrive à un prix de vente du mégawattheure au client final qui est de 45 degrés dans les cas les meilleurs. C'est le cas d'une opération à Cachan. J'y étais encore il y a 10 jours. Bon, c'est une opération voilà, qui là est vraiment très compétitive par rapport au gaz, parce que ça c'est le prix payé par l'usager sur sa facture. Et puis ça peut monter à 90 €. Alors la position de la France en Europe, alors un mix de tout ce qu'on vient de voir, chaleur, qu'elle soit basse profondeur ou plus grande profondeur. Alors vous voyez que c'est assez comique parce que la Suède, là sur la carte de tout à l'heure, là, au niveau de la géologie, on voyait que c'était pas très chaud, hein, c'est vieux massif, c'est du cristallin, il fait très froid, la température au sol elle doit être plutôt de 8 degrés plutôt que de 12 ici à Nancy, et pourtant c'est eux les leaders européens. Mais pourquoi ? Parce qu'ils font des forages avec des sondes verticales, des machines thermodynamiques, et 85% des logements neufs sont géothermisés. Donc on voit que quand il y a la volonté de faire les choses, on peut le faire. La Turquie, c'est un peu plus marrant parce qu'on se dit la Turquie, bon, moi quand je vois la Turquie, je pense plutôt à Éphèse, à Izmir, enfin aux côtes de la mer Égée, et puis il fait froid quand même hein, sur le plateau central, et il y a énormément de villes qui ont besoin de chaleur, il y a des réseaux de chaleur, et ces réseaux de chaleur sur les grandes villes du centre de la Turquie sont géothermisés. Bon, l'Allemagne, on vient à des choses beaucoup plus proches de nous, donc pas de surprise. Bon, la France et l'Islande, vous voyez, on fait jeu égal. Bon, les Islandais, ils sont 350 000, nous, on est bientôt 70 millions. Je pense qu'on peut faire mieux, il y a un potentiel supplémentaire à valoriser, surtout si on regarde la Suisse aussi, qui est peut-être plus comparable à nous, enfin dans une climatique qui est relativement voisine. Vous voyez que les Suisses géothermisent à fond. Et puis on va finir par la filière haute température. Bon, la filière haute température, vous connaissez, vous voyez bien la carte que je vous présente. Alors c'est vrai que c'est plus facile de faire de la géothermie dans ces zones-là parce que il fait chaud tout près de la surface. Bon, vous voyez le ring file, le machin. Bon, tout ça, je vous le fais vite. Alors il y a une technique facile, c'est de la vapeur, on turbine. Enfin, je veux dire, tout ça est d'une simplicité relativement biblique, si ce n'est que les fluides en général ne sont pas de très bonne qualité. Il y a plein de silice, il y a des trucs qui sont assez embêtants. Donc le vrai problème, c'est pas tellement de mettre la ressource en évidence, c'est d'exploiter sur le long terme avec des coûts d'exploitation qui restent sympathiques. Ça, c'est un petit peu la difficulté de la géothermie de très haute température. Et alors ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'effectivement, quand on fait des forages et qu'on pense qu'on va trouver 250 degrés, alors peut-être on trouve un peu de 250 degrés, mais souvent on trouve du 160, 180. Et effectivement, une vapeur à 160 degrés n'a en général pas une qualité suffisante pour être turbinée directement. Et donc, depuis 25 ans à peu près, il y a des gens qui ont imaginé qu'on pourrait ne pas turbiner cette vapeur, mais passer par un fluide intermédiaire. Donc, ce qui a été mis au point, qui marche plutôt bien. Donc, à l'aide de cycles binaires, maintenant, on peut effectivement valoriser toutes ces ressources qui étaient finalement laissées pour compte pendant très longtemps, parce que leur niveau de température n'était pas assez élevé. Et donc là, je dirais que le gros boom en ce moment mondialement, c'est ces ressources vapeur de mauvaise qualité ou mélange vapeur-eau qu'on peut valoriser avec ces cycles de Rankine. Donc c'est sans doute ça le futur, parce que ça, c'est pas... Les températures de 160 degrés dans les bassins sédimentaires, c'est assez courant, donc on voit bien que ça augmente la surface potentielle des zones. Parce que cette carte, vous voyez, elle est révélatrice, c'est l'existant là, en termes de production d'électricité avec la géothermie. Donc vous voyez qu'elle colle quand même assez bien avec la carte des volcans. Hein, vous voyez, on retrouve le grand rift est-africain, on retrouve le Pacifique. Et puis, curieusement quand même, en Europe, vous voyez, il y a quelques petits points rouges là, qu'on voit se manifester. Et il n'y a pas seulement l'Ardérello, il y a aussi des choses qui se passent en Autriche, en Allemagne. Et ça, c'est la percée de l'EGS. Et c'est la percée des cycles binaires. Donc je pense que c'est effectivement le futur. Bon, ça c'est classique, c'est la Toscane, bon, c'est les centrales, vous voyez, avec un paquet de forages qui ramène la vapeur avec des tubes vers la centrale. Bon, premier kilowatt produit en 1904. Donc là c'est une vieille et belle histoire, elle se poursuit, pas de souci. Ça c'est la seule installation industrielle française qui tourne, qui est à la Guadeloupe.
bon, qui tourne plutôt bien, mais avec pour l'instant pas encore de réinjection. Donc c'est-à-dire on produit puis on réinjecte l'eau dans la bête bouillante. Alors vous me direz c'est pas très problématique parce que si la baie s'appelle la bête bouillante, c'est que déjà de temps immémoriaux il y avait des sorties d'eau chaude dans cette baie. Mais donc là il y a un potentiel effectivement. Tout le monde pense qu'on pourrait. Alors ça ravitaille 6% de l'électricité qui est demandée par la Guadeloupe. On voit que ça serait facile de le quintupler et ainsi peut-être d'assurer la couverture pour la consommation d'électricité de l'île à 50%. Mais ce n'est pas encore le cas. Alors il y a une opération qui est en piste, mais alors elle n'est pas en France, elle est à la Dominique, où effectivement là, il y a GDF Suez qui s'est lancé dans la création d'une petite centrale pour le moment, mais qui pourrait faire plus tard 50 à 100 mégas, fournir la Dominique, mais évidemment derrière connecté à la Martinique et à Bouillante. Bon, puis il y a l'île de Montserrat où on vient de trouver une belle ressource, donc vous voyez qu'elle n'est pas très loin de la Guadeloupe de l'autre côté au nord. Donc effectivement il y a un potentiel dans les DROM qui est extrêmement intéressant. Bon, la filière EGS, donc c'est ces travaux qui ont été menés depuis 30 ans. Alors les Américains s'y sont cassés les dents à la Salamos, les Anglais s'y sont cassés les dents à Razmanovskov en Cornouailles, et les Japonais s'y étaient cassés les dents également. Et nous, finalement, avec nos amis allemands, anglais, à un moment la société Shell, on a réussi à faire un truc qui tourne à Soultz-sous-Forêt. Qui là était un truc rêvé d'il y a 30 ans, en se disant partout de toute façon, à partir du moment où on sera à 5 km de profondeur, avec un gradient moyen à 3,5 degrés, on va trouver forcément du 200 degrés. Donc 200 degrés, on va créer nous-mêmes notre réservoir, donc on rejoint un petit peu les histoires de gaz de schiste, c'était quand même bien l'idée du moment, c'était de dire on va créer notre réservoir dans le granit, là, quand c'est bien chaud. Et puis, on va circuler de l'eau là-dedans, elle va se réchauffer, elle va remonter, et puis on va faire de l'électricité. Alors ça a été mis en œuvre à Soultz, mais vous voyez, c'est resté une puissance assez menue. Donc c'est encore considéré par tout le monde comme un labo. Et il n'est plus question maintenant d'imaginer qu'on va fraquer des kilomètres cubes de granit pour produire de l'eau chaude. Donc je dirais que c'est une techno qu'on a réussi à valider, mais qui n'est pas celle qui va voir le jour maintenant. Celle qui va voir le jour, c'est celle qui est utilisée à Rittershofen, où il y a 2 forages profonds qui viennent d'être réalisés pour aller chatouiller la base du Trias et le sommet du socle dans le fossé rhénan. Et là, vous voyez qu'on est sur des choses où la nature a déjà fait l'effort, c'est-à-dire que la perméabilité existante dans les grès de base du Trias et puis dans la zone altérée ou dans les zones faillées du Graben, est suffisante pour permettre une production d'eau importante, puisque là on parle de 200 à 300 mètres cubes heure. L'avantage c'est que là on est à 170 degrés, donc ça va permettre effectivement de produire du courant électrique ou de la chaleur. Là en l'occurrence le client majoritaire c'est une société qui fait de l'amidon et elle a besoin d'eau chaude pour son process. J'en ai presque terminé. Juste une localisation géographique de cette affaire. Et puis juste un dernier point. Donc, effectivement, il n'y avait pas de permis minier pour la géothermie très profonde, donc pour faire de l'électricité. Et puis là, depuis 4-5 ans, il y a un paquet de sociétés qui se sont créées, il y a un paquet de développeurs qui ont déposé des permis. Donc, vous voyez que la carte de France se couvre de permis. Alors, c'est lié effectivement au fait qu'il y a un tarif d'achat pour le kilowatt électrique géothermique en France qui est à 200 €, comme c'est marqué sur le slide, à 130 seulement pour les DROM, et puis un bonus de 8 € si vous faites les deux, électricité et valorisation de la chaleur. Donc vous voyez que l'Alsace, évidemment, puisque ça a commencé là, est couverte de permis, enfin au moins la partie nord, mais on voit aussi que le Massif central s'y met, le couloir rhodanien, le Piémont des Pyrénées, où là on bénéficie de l'extrêmement bonne connaissance de la géologie locale grâce aux forages très profonds qui ont pu être faits par les pétroliers jusqu'à 6 km de profondeur. Voilà, donc c'est en train de bouger, ça avance bien. Alors les perspectives, pour vous donner une idée un petit peu des coûts, encore une fois, en milieu volcanique, les investissements ils sont plutôt de 2 à 4 millions d'euros par mégawatt électrique installé.
Vous voyez qu'en EGS, et donc chez nous, ici, on pourrait faire de l'EGS à Nancy aussi, c'est plus important, c'est vous voyez, plutôt de 5 à 6. Qu'on a une feuille de route à 80 MW électriques en 2020, comme on est toujours à une petite vingtaine, je pense qu'on va avoir du mal à atteindre l'objectif, mais on imagine qu'on peut quand même le faire. Et puis les perspectives sont bonnes, puisque les professionnels de la géothermie se sont rejoints dans un cluster qui s'appelle Géodeep, et qui a envie non seulement de faire la géothermie haute énergie en France, mais aussi à l'export. Et je vous remercie pour votre attention.